Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien. Aujourd'hui on va parler de crowdfunding ou ce qu'on appelle aussi le financement finalement participatif, et c'est un financement aujourd'hui, si vous ne connaissez pas ce que c'était, eh bien c'est tout simplement la possibilité à des particuliers d'investir directement dans des projets en regroupant donc leurs fonds sur une plateforme en ligne, et ça permet finalement à ces plateformes de lever des fonds sans passer par les banques. Et en fait, il y a plusieurs types de crowdfunding qui existent aujourd'hui et qui ont chacune un fonctionnement qui est un petit peu différent. Donc on a le crowdfunding immobilier, ce qui est le plus populaire, parce qu'en fait, il y a différents types de crowdfunding. Vous avez le crowdfunding également en prêt, en capital, mais là on va vraiment faire un focus aujourd'hui dans cette vidéo sur le crowdfunding en immobilier. L'idée c'est que vous prêtez de l'argent finalement à un promoteur immobilier et ça lui permet de financer la rénovation, voire même la création d'un bien. Donc le rendement aujourd'hui qu'on espère, c'est entre 8 et 12%. C'est vrai que là, on est quand même plus proche aujourd'hui quasiment des 12% en termes de rendement. On va comprendre pourquoi aussi dans quelques instants. Et l'investissement, il est plutôt assez court puisque c'est entre 12 et 36 mois. Par contre, il y a de nombreux risques. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à investir dans le crowdfunding? Est-ce que c'est pas risqué? Justement, aujourd'hui, on s'aperçoit de nombreux retards et d'une forme de désillusion des investisseurs immobiliers. Et dans cette vidéo, je vais te livrer, moi, en tout cas, ce que je fais aujourd'hui clairement dans ces investissements à travers justement des projets autour de l'immobilier. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui achète directement l'immobilier, je passe par des moyens, on va dire, qui sont différents. Bien évidemment que cette vidéo n'est pas une vidéo en conseil en investissement, bien évidemment. C'est libre à vous de faire vos propres recherches. Moi, je ne suis qu'un investisseur privé et l'idée de cette vidéo et de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement partager mes points de vue librement et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. La page est refermée, donc là on va en fait s'attarder sur un article qui est tombé sur les Échos, qui est révélateur de ce qui est en train de se passer en ce moment depuis pas mal de mois maintenant, et forcément beaucoup d'investisseurs se posent la question est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut arrêter? Et je pense que certains ont déjà pris des douches froides, mais je pense aussi qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui sortent leur épingle du jeu sur ça. On va y revenir justement sur un qui semble a priori plutôt bon. Donc l'idée, c'est qu'on regarde ça plus en détail. Donc en fait, il y a une grosse alerte dans le secteur du financement participatif immobilier puisque les particuliers sont confrontés à une hausse des retards de paiement et à des risques qui sont accrus. Faut-il s'attendre à s'enregistrer des pertes sèches? Quels sont les recours pour les investisseurs? Donc les investisseurs ont senti le vent tourner, la crise immobilière vient bouleverser le secteur du crowdfunding avec un temps de latence. D'ailleurs, on a aussi, on va le voir juste après avec la SCPI, le retournement du marché a déjà bousculé le secteur des SCI et des SCPI et d'autres produits dans la pierre papier comme les organismes de placement collectif immobilier. C'est au tour maintenant du financement participatif d'accuser le coup. Depuis 2 ans, la collecte chute. Après une année 2023 déjà difficile, le crowdfunding immobilier subit un net repli en 2024 avec une baisse de 25,8%, surpassant le recul global du financement participatif, moins 17,1%, toutes catégories confondues. Ce segment ne représente plus que 49,7% de la collecte totale contre 68,2% en 2022. C'est vrai que c'était un peu l'euphorie, mais rappelez-vous, c'était aussi l'euphorie pour les investisseurs IMO comme moi, où effectivement on avait des taux de crédit qui étaient plutôt bas et que l'immobilier qui était certes sur une phase ascendante, mais qui restait globalement acceptable, surtout qu'on avait des taux d'emprunt qui étaient faibles. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, au contraire, on est sur un prix de l'immobilier qui, au contraire, va à tendance dans les grandes villes à baisser, même si c'est des légères reprises, mais je pense que le prix va baisser et par contre, les taux de crédit restent relativement hauts. Donc, c'est ce qui crée en fait cette perturbation. Et donc forcément, tous les acteurs de l'immobilier sont confrontés à ce qui est en train de se passer et donc eux forcément, ils n'allaient pas pouvoir y échapper. Donc déjà en 2023, le baromètre annuel du crowdfunding réalisé par Forbes Mazars faisait état de 35% d'opérations en retard sur les projets immobiliers. Les difficultés de remboursement, déjà en hausse en 2023, se sont accentuées en 2024 avec 15 à 20% des projets accusant un retard de plus de 6 mois, souligne l'étude. En cumulant défauts et projets en retard, les taux d'opération dans l'embarras est passé à plus de 40%.
Alors, crainte sur le taux de défaut, situé à environ 2% il y a un an, le pourcentage de défaut sur les projets de financement passe désormais à plus de 4%, entre 4 et 6% selon le baromètre, une débâcle attendue mais sous-estimée. Pour rappel, la crise a été déclenchée par une inflation rapide et une hausse brutale des taux, entraînant des coûts de financement élevés et un choc de liquidité immédiat pour les opérateurs. Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone, confie « Si on avait eu connaissance de l'ampleur de la crise, nous aurions sûrement réagi différemment. Avant d'entamer des procédures judiciaires, la vente des projets immobiliers à prix réduit aurait été selon lui une solution raisonnable, bien que jugée inacceptable il y a encore un an. » La perte sèche des prêteurs est aujourd'hui scrutée. Alors que le crowdfunding traverse sa première crise après 10 ans d'existence, les acteurs du secteur sont particulièrement attentifs à la façon dont les plateformes réussiront à la juguler. Ce n'est pas pour tout de suite, les retards supérieurs à 6 mois pourraient, dans les prochains mois, basculer dans la catégorie des procédures collectives puis des pertes définitives. On va y revenir. Donc, il y a deux enjeux pour les plateformes. D'abord, la communication, pour expliquer pourquoi il y a un retard et quel est le risque de perte sèche. L'autre défi est de créer des garanties supplémentaires. En effet, les retards sont monnaie courante dans la promotion immobilière. Des aléas normaux ne signifient pas toujours un risque de défaut, comme le souligne une étude de l'autorité des marchés financiers AMF publiée en octobre 2024. L'état des lieux réalisé par l'autorité des marchés n'est pour autant encourageant. Selon l'AMF, le pourcentage de pertes en capital utilisé par certaines plateformes est un indicateur biaisé. En général, il est calculé par rapport au montant total des financements en cours sans prendre en compte l'année de financement. Dans un contexte où les investissements ont fortement augmenté jusqu'en 2023, comme c'est le cas pour le crowdfunding immobilier, ce pourcentage reste mécaniquement faible. Retard sous-estimé. Donc en outre, une perte définitive n'est enregistrée que plusieurs années après le financement d'un projet. Donc là, on n'est qu'au tout début en fait. Ces deux facteurs faussent la perception des risques, c'est évident, c'est pour ça qu'il y a une alerte qui est faite aujourd'hui, donnant une vision trop optimiste alors que 40 à 50% des projets des années 2020 et 2021 accusent des retards sur certaines plateformes. Selon l'AMF, pourtant, plusieurs d'entre elles continuent d'afficher un taux de perte proche de zéro. Elles ont une obligation notamment de l'afficher, mais certaines, pour l'instant, ne l'affichent pas encore et c'est ce qui est dit ici, c'est qu'en fait, c'est encore trop tôt. Ben oui, puisque les projets sont sur 3-4 ans, forcément des projets 2020-2021 arrivent à échéance et donc c'est là où on peut observer. Donc forcément, tout ce qui a été fait en 2022, 2023, 2024, on ne le saura que dans les 3 prochaines années. Donc les méthodes de calcul pourraient donc être revues dans les prochains mois, comme l'explique Bertrand Desportes, associé au sein du groupe Forsyth Mazars, pour permettre de mieux identifier les différents types de retards, pour redonner de la transparence et retrouver de la confiance auprès des investisseurs. Donc, il y a plusieurs indicateurs de risque qui sont inquiétants. Donc, il y a les retards de moins de 6 mois, donc c'est à peu près 8-10%. Donc, ces retards-là, généralement, ce n'est pas très grave. D'accord ? Ce n'est pas très grave. C'est peut-être même normal. Ça peut prendre du retard parfois. Donc, voilà. Si vous avez un retard de 6 mois, il n'y a pas lieu de s'affoler. Par contre, dès qu'on commence à dépasser les 6 mois, là, il y a lieu de s'affoler et là, ça peut être plus problématique. Donc, on en a entre 15 et 20% quand même, qui sont à plus de retard de 6 mois. On a certains qui sont en procédure collective 6 à 8%. Donc là, c'est liquidation judiciaire, redressement judiciaire, procédure de sauvegarde. Et ensuite, après, on a la perte définitive. Donc là, c'est terminé, c'est fin de chantier. Et là, c'est 4-6%. Donc chez Baltis, les tickets d'entrée ont été baissés à 100 € pour permettre aux investisseurs de diversifier davantage leur portefeuille. Avoir des risques sur un placement rapportant entre 11 et 12% n'est pas anormal. Il faut l'anticiper et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. En moyenne, le crowdfunding immobilier délivre un rendement de 10,6% en augmentation de près de 2 points en 2 ans. Cependant, avec la hausse des taux, la prime de risque est désormais plus faible, comme la souligne l'AMF. Et c'est aussi que les taux, les rendements sont plus importants parce que je pense qu'ils veulent aussi capter plus d'investisseurs qui aujourd'hui, au contraire, sont un petit peu frileux pour entrer sur ce marché et sur ce type d'investissement. Autre changement pour les plateformes, une des plus grandes sélectivités des projets financés. Donc, ils sélectionnent beaucoup plus les projets, bien évidemment. Et puis enfin, il y a les garanties. Donc ça, les garanties, super important. Donc, vous avez 2 garanties principales. Vous avez pour moi, la plupart des projets aujourd'hui ont des créanciers donc, de premier rang remboursés en priorité avant l'établissement bancaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent des hypothèques premier rang.
Donc normalement, ils sont les premiers à se servir. Et ensuite, donc on va le voir un petit peu après, donc il y a les fiducies, hypothèques et nantissements qui sont plus souvent prévus dans le contrat au bénéfice de l'investisseur. Cette plateforme multiplie ses garanties. Une autre solution a été mise en place pour la plateforme Club Funding avec la création d'une réserve de compensation, donc il va même encore plus loin, pour l'instant inutilisée et donc crucial de lire attentivement. Les fiducies, c'est en gros, vous avez des avocats et en gros, si ça part dans tous les sens et qu'ils n'arrivent plus à faire face à leurs échéances, en fait, tout simplement, c'est des avocats qui récupèrent les titres et qui se débrouillent en fait, de vendre au plus vite et de sortir au plus vite de ça. Donc, ce qui permet généralement de résoudre plus rapidement, on va dire, la solution en l'espace de 6 mois. Normalement, ça devrait déjà être bien avancé. On est à peu près sorti de la crise. Alors qu'à l'inverse, si on commence à rentrer dans les histoires d'hypothèques, etc., là, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans. Pareil pour les procédures collectives, ça peut prendre plusieurs années. Donc, pour les particuliers dans l'attente d'un remboursement, l'issue est lointaine. Tous les scénarios sont possibles. Il y aura peut-être des pertes au total, mais le plus probable est de sortir avec un capital érodé de 5 à 20%. Avant de parler de défauts, il existe plusieurs étapes possibles pour recouvrer totalement ou partiellement les créances et cela peut prendre du temps. Donc, c'est effectivement, on est qu'au tout début, mais c'est vrai que c'est pas très… ça fait peur, en fait. Ça fait peur et on va avancer un petit peu là-dessus. Donc, normalement, les entreprises, justement, les applications qui font ça sont censées mettre en place ce qu'ils appellent les indicateurs de performance. Donc là, par exemple, j'en ai sorti 2, Club Funding et Razors. Donc, ils sont transparents, en fait. Ils annoncent ce qui s'est passé. Donc, les retards de 0 à 6 mois. Donc, on voit par exemple ici 2022, 2023, 47, 21 et 2024 que 4. Nominal remboursé. Nominal restant dû, intérêt versé, intérêt restant. Ensuite, vous avez les retards de plus de 6 mois. Donc, on voit qu'en 2022, il y en a eu beaucoup moins en 2023, un seul en 2024. Procédure collective, donc là, il y en a quand même eu pas mal. 53 en 2022, 22 en 2023, un seul en 2024. Bon, il faudra approfondir bien évidemment ce qui est en train de se passer en ce moment, mais je pense que voilà, il y a, je pense, des entreprises qui sont donc on voit bien quand même que actuellement c'est compliqué. C'est compliqué et voilà, prochainement, je regarde un petit peu les projets qui sont en cours. Est-ce qu'ils en ont beaucoup en fait? Voilà, il y a beaucoup moins de… Voilà, ce qui est en train de se passer concrètement. Durée 18 mois en cours. Ouais, voilà, il y a quand même beaucoup moins de projets en cours en fait. Clairement, statut en cours. Voilà, il n'y a que 3 projets et prochainement, il n'y a plus qu'un. Donc, ce qui explique pourquoi sur 2024, il n'y a qu'un projet. Moi, je pense que ça s'explique comme ça. Parce que il y a tellement eu de problèmes, je pense que là, ils sont plutôt en train de calmer les jeux et là, ils vont prendre vraiment que ce qui fonctionne. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont, Club Funding. Je ne connais pas précisément, je n'ai pas approfondi. Je fais vraiment un balayage, on va dire, global de ça. D'ailleurs, si certains ont plus de précision et s'y connaissent beaucoup plus, n'hésitez pas à commenter, bien évidemment. Razors. Donc eux, ils se sont arrêtés à 2022. Donc les projets financés, on les voit ici, détail des remboursements. Voilà, report contractuel. 2024, 10. Retard, 17. Donc 17, ça va, c'est pas alarmant. D'accord? Retard contractuel de plus de 6 mois. 6. Retard de plus de 6 mois, 14. Avec le nominal remboursé, les intérêts versés. Alors, ça peut être aussi des bonnes nouvelles, entre guillemets, quand il y a du retard pour les investisseurs, puisqu'en fait, pendant ce temps-là, ils touchent toujours des intérêts. Mais au bout d'un moment, les intérêts, c'est terminé. Quand on rentre en procédure, il n'y a plus d'intérêt, bien évidemment. Intérêts restants à verser, voilà, on voit que là, il y a quand même pas mal. Procédure collective, ils en ont quand même 10 en cours. Ils ont 10 procédures collectives en cours. Père définitif, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est évident puisqu'on n'est qu'au début. Et ça peut prendre du temps, les procédures collectives. Ça peut prendre du temps. Donc forcément que plus les années vont passer, en plus de ça, c'est arrêté à 2022. Donc on ne sait pas là depuis ce qui s'est passé. Concrètement, on ne sait pas. On ne sait pas.
Ensuite, je me suis amusé à regarder un petit peu les avis, par exemple de crowdfunding. Donc les avis, par exemple, quand vous prenez les avis, bah, ils ne sont pas très bons. Ils ne sont pas très bons. Là, vous avez des avis, mais je pense que ça, c'est des personnes qui... Bon, je pense que ce n'est pas forcément des... les avis, il faut quand même faire attention. Il y a du pour et du contre. Surtout quand je lis celui-ci, c'est un peu étrange. On sent que c'est un avis qui a été un petit peu suggéré, on va dire. Ensuite, voilà, donc là, lui, a priori, c'est OK. Par contre, il y en a quand même d'autres. Diversification, mais retard d'échéance. Les projets, les offres sont diversifiées chaque semaine, il y a une nouvelle, mais 22% de mes projets sont des échéances d'intérêt retardées de quelques mois. Donc apparemment, il y a quand même toujours des projets, hein, d'après ce que je lis ici, donc contrairement à ce que j'ai pu vous dire, puisqu'il y a toujours des offres, a priori, d'après ce qu'il dit, toutes les semaines. OK. N'est pas très bonne, plus d'un an, en retard de remboursement, de paiement des coupons. Aujourd'hui, c'est mon premier investissement depuis un an. J'espère que maintenant, vous choisissez. Voilà. Bon, là, tout est parfait. Lui, il parle plus du site. C'est pour ça qu'il faut trier les avis, parce que là, il parle du site, il ne parle pas des investissements. Ça n'a rien à voir. Expérience catastrophique, c'est l'hécatombe. Partie immobilière catastrophique. Janvier 2025, de manière globale, l'expérience n'est pas satisfaisante. En effet, gagner quelques euros sur un projet et pas la totalité d'investissement sur un autre ne donne pas un seul positif. Voilà, là on arrive vraiment au vrai problème. C'est qu'en fait, quand vous allez sur ce type de crowdfunding, pour moi, en fait, dans l'idéal, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais si vous voulez vraiment faire ça, il faut vraiment vous multiplier l'ensemble des projets. Plus vous allez multiplier, plus effectivement il y en a certains qui vont être malheureusement foireux, vous allez tout perdre. Par contre, il y en a d'autres, vous allez vous refaire. Et je pense que, enfin j'espère, que sur la globalité, vous soyez positif. Mais là, lui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il dit. Même s'il y en a certains qui sont positifs, bah, les autres sont tellement négatifs qu'en fait, au final, il est négatif. Donc bien évidemment qu'il y a du risque, on le sait. Hein. Bien évidemment, on sait qu'il y a du risque sur ce type d'investissement. Mais c'est vrai que les projets, on fait aussi confiance à une application et à une société qui est censée faire justement l'analyse suffisante pour s'investir sur les projets. Et je pense que il y avait un peu une euphorie ces dernières années et là aujourd'hui c'est moins la fête. Et là aujourd'hui il faut clairement sélectionner les bons projets, quoi. Donc voilà, bon après je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif. Si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, vous me direz. On va avancer un petit peu. Donc Realty par contre, eux ont des très bons avis. Alors sont de plus en plus connus, hein, Realty. Donc eux ils investissent sur des LLC aux États-Unis, sur des projets aux États-Unis. Voilà, il y a quand même beaucoup de bons avis. Bon là je sais pas ce qu'il y a eu sur celui-ci, j'ai pas regardé. Bon, il faut investiguer, il faut toujours se méfier des avis. Quand vous avez un seul mauvais avis, il faut essayer de comprendre, ça se trouve c'est un cas particulier. Donc il ne faut pas faire des généralités bien évidemment, mais dans les deux sens aussi, c'est évident. Voilà, donc là effectivement celui-ci, bon, d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai pu entendre, alors qu'on soit clair, moi aujourd'hui je n'investis pas donc dans le crowdfunding, je n'en fais pas et j'en ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je préfère en fait investir dans les rates, donc sur des actions boursières cotées. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, liquidité, hein, contrairement au crowdfunding immobilier, les actions sont facilement revendables. Vous n'êtes pas bloqué sur plusieurs années sans certitude de rendement. Moi, c'est ce qui me plaît. D'accord? Moi, c'est ce qui me plaît. À tout moment, je dispose de mon cash, quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, ce qui n'est pas du tout le cas du crowdfunding. Ensuite, vous avez une diversification des risques en achetant des actions de sociétés immobilières. Alors, on va retirer celle-ci parce que tout ce qui est Nexity, etc., ça n'a pas été bon, etc. Donc, pour moi, les actions immobilières, c'est des rates aux États-Unis, hein, sur les actions américaines, pas sur les actions françaises. Franchement, moi en tout cas, c'est pas ce que je fais. Vous allez diversifier automatiquement vos investissements sur plusieurs projets, plusieurs types d'actifs, bureaux, résidences, commerces. Bon, moi, je vais vous faire voir un petit peu après ce que je fais. Et transparence et régulation, les sociétés cotées doivent publier régulièrement des rapports financiers audités, ce qui réduit le risque d'opacité souvent présent dans le crowdfunding. C'est ce qu'on reproche dans le crowdfunding, c'est un peu une boîte noire. En fait, vous investissez dans une société commerciale, quoi. Une société commerciale qui est une SAS ou une SA peut-être, et qui va pas... voilà, ça reste du domaine du privé en fait. Elle vous communique ce qu'elle a envie de vous communiquer. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une entreprise cotée
ou une entreprise cotée, elle a une obligation de transparence. Donc, elle n'a pas le choix que de donner les vrais chiffres. Dividendes attractifs, beaucoup de sociétés immobilières offrent des rendements. Donc là, on parle vraiment donc de sociétés cotées en bourse, offrent des rendements réguliers sous forme de dividendes, parfois même supérieurs à 5-6%, ce qui est comparable, voire mieux que c'est un projet en crowdfunding. Même s'il nous annonce 12%, d'accord. Mais vu le niveau de risque, les 12% peuvent vite se transformer en moins, en négatif. Ce qui ne sera pas le cas sur des sociétés cotées en bourse. Et puis, il y a un effet d'opportunité, le marché boursier se vend plus réactif. En période de baisse du secteur immobilier, vous pouvez acheter des actions à des prix décotés et bénéficier de la reprise. Parce que ce qui est bien dans les actions cotées, c'est qu'il y a la distribution de dividendes d'un côté, mais il y a également aussi le cours de l'action. Et pour un peu que le cours de l'action soit bas, et que c'est une société qui existe depuis des décennies, comme celle à laquelle je pense en ce moment, bon, bah forcément, vous voyez bien que vous attendez l'opportunité d'acheter au plus bas, et vous savez que les dividendes qui tombent, vous êtes gagnant. Et on retrouve finalement des rentabilités au-delà des dividendes à 10% par an, sur une période de 10 ans par exemple. Alors il y a quand même des points de vigilance, c'est évident, la volatilité, les actions peuvent connaître des variations importantes à court terme, surtout si le marché global est instable, ça c'est évident, mais ça c'est le principe de la bourse à chaque fois. Exposition aux crises économiques, en cas de crise, les valeurs immobilières peuvent souffrir, baisse de l'occupation, difficulté de trouver des locataires, mais cela reste moins risqué que le défaut d'un projet unique en crowdfunding. C'est clair et net. Pour moi, le crowdfunding, on est vraiment sur un niveau de risque beaucoup plus fort. Choix des sociétés, toutes les sociétés immobilières ne se valent pas. Il est essentiel de privilégier celles avec un bon bilan, une dette maîtrisée, des actifs bien situés. Alors justement, on va regarder un petit peu. Donc moi, celle sur laquelle, qui est très connue, c'est Realty Income. Realty Income qui, moi je suis très investi sur celle-ci depuis un petit moment. Qui a une distribution de dividendes donc de 5,77%, un payout ratio 75%, c'est normal, c'est une société immobilière et vous avez, voilà, donc là pour la première fois depuis pas mal d'années, ils ont réduit les dividendes, d'accord, ils ont réduit leurs dividendes, donc c'est la première fois depuis un paquet d'années. Mais chaque année, ils étaient en croissance. Et on a 5,77% par rapport au cours de l'action, ce qui est vraiment bon pour ce type d'entreprise. Et puis, on est sur une très grosse boîte. On est sur une entreprise qui est, on va regarder sur ses pairs. Voilà, on est sur un marché de 48,21 milliards avec une value, donc une valeur d'entreprise à 74 milliards. Donc là, c'est du très lourd. Et après, vous avez tous ces concurrents. Donc, vous pouvez vous amuser à regarder. Et par exemple, ce que vous pouvez faire, si vous allez sur le Retail Rates, et là, vous regardez en fait. Et là, vous avez plein d'entreprises. Vous regardez les cotations, l'évaluation, le cap, market cap, ça c'est super important. Donc, par exemple, si vous prenez, si par exemple, vous voulez des dividendes forts, par exemple, vous voyez celle-ci donne des dividendes à 8,81%, c'est pas forcément celle-ci sur laquelle il faut aller. On est sur un petit marché, 1 milliard, bon, c'est bien, mais c'est pas un gros marché. Contrairement à Realty, on est sur 48 milliards. Et puis, vous avez des rapports ici qui sont pas forcément qui donnent pas forcément envie d'y aller. Mais il y en a d'autres qui sont très bonnes. Par exemple, prenez celle-ci, prenez Simon Property Group. Ça, c'est typiquement une boîte, 110 milliards, des cotations qui sont quand même plutôt bonnes. On a 4,35 de distribution. Voilà, vous avez aussi Kimco Realty Corporation. On est plutôt pas mal. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, en tout cas, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'investis massivement sur des actions boursières, mais aussi des actions immobilières boursières, et où j'ai justement tous ces avantages contrairement au crowdfunding. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de crowdfunding, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un niveau de risque qui est quand même très fort, il y a un niveau tout simplement de défaut important qui risque peut-être d'arriver. Donc, il y a de la vigilance à avoir. Ça ne veut pas dire encore une fois que mon avis est tranché et qu'il ne faut absolument pas le faire. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais choisi le crowdfunding dans mes investissements immobiliers. Ça ne fait pas partie de mes classes d'actifs en termes d'investissement. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à rajouter, à compléter.
La zone commentaire est faite pour ça. Si vous voulez d'autres vidéos sur crowdfunding, n'hésitez pas. Si vous voulez des analyses aussi sur des projets immobiliers, parce que c'est beaucoup lié au projet immobilier en fait, c'est beaucoup lié au projet qui est prévu par l'application, même si eux l'ont sélectionné, ce n'est pas forcément un projet sur lequel il faut aller. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.